Hey, c'est Cartoon les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique où je vais vous parler du 135e long métrage des studios d'animation Disney, Zootopie. Ce film est réalisé par Byron Howard et Rich Moore et produit par Clark Spencer qui a notamment produit des films comme Les Mondes de Ralph, Volt, Star malgré lui, Winnie l'ourson et mon Disney préféré, Lilo et Stitch. Avant de me lancer dans la critique à proprement parler, je tiens bien évidemment à préciser que cette vidéo ne contiendra aucun spoiler, vu la sortie récente du film, et je vous recommande d'avance de vous empresser d'aller dans les salles de cinéma qui le diffusent encore, même si cette vidéo sort quelques temps après sa sortie, mais en tout cas, empressez-vous d'aller le voir, et au mieux d'attendre sa sortie DVD pour encore en profiter, car moi, pour ma part, c'est ce que je vais faire tellement ce film m'a plu. En quelques mots, Zootopie, de quoi ça parle? Ça nous présente tout simplement une ville qui ne ressemble à aucune autre pour la simple et bonne raison que les citoyens qui y vivent sont des animaux, mais pas n'importe lesquels, des animaux anthropomorphes, donc qui se déplacent sur deux pattes, bipèdes, qui portent des vêtements et sont dotés de la parole, se comportant ainsi comme de véritables êtres humains. Parmi tout ce beau monde, nous allons notamment suivre une lapine pleine de vie, dynamique et persévérante, à savoir Julie Hopps, qui tient à briser les codes de l'image que peuvent renvoyer les lapins en général, à savoir, comme il est dit dans le film, mangeurs de carottes, éleveurs de fruits et légumes ou je ne sais quoi d'autre. Mais quand on est une petite lapine au beau milieu de gros bras, gros durs, comme des rhinocéros, des éléphants, des bisons et j'en passe, il est difficile de se faire accepter et surtout d'accomplir son rêve qui est de devenir le premier lapin flic de Zootopie. Malgré les remarques et les mises en garde de ses parents, voire de ses collègues, Judy Hopps va tout faire pour se faire accepter telle qu'elle est au sein de la police, et pour cela va devoir mener l'enquête en faisant équipe avec un renard à la langue bien pendue, virtuose de l'arnaque et bien entendu maître dans la ruse, Nick alias Nicolas Wilde. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet en commençant par les points négatifs, où rassurez-vous, ils ne sont qu'une minorité par rapport à tous les points positifs qui font le succès de ce film. Premier des deux seuls points négatifs que peut posséder ce film, après bien entendu il s'agit que de mon avis et c'est totalement subjectif, vous êtes en droit de ne pas partager le même, il va s'agir notamment du doublage soi-disant 7 étoiles que nous met en avant les vidéos making of dans ce secteur. Nous avons notamment Claire Kane, Lugna Gorion, Isabelle Desplantes, Fred Testo, Thomas et Nigel, Teddy Riner et Pascal Elbé. Bref, vous l'aurez compris, pas mal de célébrités pour finalement ne doubler que des personnages secondaires. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que dans le générique de fin, même les personnages principaux, qui sont censés être évidemment Julie Hopps et Nick Wilde, ne sont qu'à la 10e ou 12e place en ce qui concerne le doublage. En tout cas, c'est ce qui m'a été affiché lors de ma séance, et j'ai trouvé ça assez étonnant et même pas très équitable vis-à-vis d'un comédien professionnel, un comédien de doublage professionnel. Mais bon, c'est un détail, et puis c'est pas pour autant que je déteste les célébrités en question, il y en a même certaines que j'apprécie. Voilà pour ce premier point négatif, et passons maintenant au second et dernier. Il s'agit en fait d'une réflexion que je me suis faite pendant la séance, mais sur laquelle je ne me suis pas attardé parce que je voulais quand même profiter du film et me concentrer sur l'histoire. Mais cette révélation, si j'ose dire, m'est venue en rentrant de la séance juste avant de dîner, à savoir que si prédateur et proie cohabitent plus ou moins bien dans la même ville, ce qui fait la force du film et ce qui est au cœur de l'intrigue, ou plutôt de l'enquête que mènent Julie et Nick. Alors, comment chacun se nourrit? Quel est le régime alimentaire de chaque espèce en fait? Car le maire de la ville, qui est quand même un lion, a une secrétaire qui elle est un mouton femelle, enfin une chèvre, je sais pas, enfin une biquette. Et sachant que le régime alimentaire d'un lion consiste avant tout en de la viande, comment celui-ci fait pour se nourrir au quotidien? Je sais que c'est un thème qui n'a pas trop été abordé dans les films de Disney, qui n'est pas trop mis en avant, bien entendu, quand des personnages
notamment animaux anthropomorphes, vivent ensemble. On avait d'ailleurs eu le cas pour ce qui est de Robin des Bois. Le seul film, bizarrement, auquel Zootopie, on ne va pas dire fait référence, mais tente de se comparer, alors qu'entre ces deux films, on avait quand même eu Chicken Little. Alors, on aime ou on n'aime pas, là n'est pas le problème, mais là encore, le héros était un poulet, sa rivale était une renarde, ça n'empêchait pas que les deux personnages cohabitaient dans la même ville, avec d'autres animaux qui pouvaient aussi appartenir aussi bien au domaine des prédateurs et les autres au domaine, enfin au secteur des proies, et pourtant il n'y avait aucune tension, aucun problème concernant l'alimentation. Bon, bien entendu, ce sujet n'était là pas non plus trop évoqué dans le film. Mais ça a fait que je me suis quand même posé la question après la séance. Ça ne m'a pas empêché, bien entendu, d'apprécier le film pour ce qu'il était. Mais ça m'a toutefois interrogé. Je me suis posé la question et j'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. Au passage, Antoine Gardin, sans pseudo, Morgane Bérard, même toi Thomas de la chaîne Cinétome, si vous avez éventuellement une explication là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part parce que j'ai eu beau chercher un justificatif, une explication à ce fait, j'avoue, j'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé qui puisse qui m'apporte réponse. D'autant que même si certaines espèces animales ne sont pas présentes dans le film, je pense notamment à des reptiliens, des oiseaux, ou même des cochons pour ce qui est des omnivores, je me demande quand même du coup de quoi se nourrissent les animaux de Zootopie. Voilà, c'est la première question que je me suis posée en rentrant. Que peuvent manger les animaux de Zootopie quand on ne se dévore pas évidemment les uns les autres, quoi. Parce que quand on est un rongeur ou un mammifère comme Julie Hopps en tant que lapine, d'accord, on peut se contenter de fruits, de légumes, mais quand on est un renard et que du coup on est généralement le prédateur d'un lapin ou de manière générale, du coup de quoi on se nourrit? Parce que même si le film vous propose à certains moments des extraits, sans aucun spoiler bien entendu, où des animaux sont capables de se nourrir de donuts ou de glace, bon, ça peut passer, on peut s'arrêter à ça. Mais ça ne résout pas pour autant le problème du régime alimentaire. Sur ce dernier point négatif, nous pouvons entamer à tout ce qui fait le charme du film. Premièrement, ce qui va sauter aux yeux en plus des décors, parce que c'est généralement les affiches qui vous les mettront en avant, ce sont les personnages, les animaux qui sont tout simplement tous plus attachants les uns que les autres. On peut également dire que le bestiaire est extrêmement varié, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, parce que nous pouvons avoir des espèces animales vivant dans le milieu antarctique comme le milieu oriental. Nous avons des éléphants, des gnous, des guépards, toutes sortes d'ailleurs de félins, excepté des chats et des chiens, la base même. Mais là-dessus, je vous mets un petit article dans la description de la vidéo qui vous renverra vers le site chroniquedisney.fr où le producteur développe certains points sur lesquels des étudiants lors d'une masterclass lui ont posé comme question. Pourquoi ne pas avoir rajouté d'autres espèces animales? Qu'est-ce qui a fait que nous ne voyons pas par exemple des oiseaux ou encore des poissons? Tout cela, il l'explique dans une interview et bien mieux que moi. Et je pense qu'il y fournit aussi des explications à mon petit problème du soi-disant régime alimentaire des animaux. Comme quoi, chacun vit en parfaite harmonie avec son prochain. Pour s'attarder un petit peu sur les deux personnages principaux, notamment Nick, celui-ci est persuadé que des objectifs aussi puérils que devenir flic pour une lapine concernant les rêves de Julie est totalement surréaliste et ne peut pas se réaliser pour la simple et bonne raison que l'on est ce que l'on est. Nick reste dans une image assez donc très stéréotypée et coincée, si j'ose dire, de l'image que l'on a des animaux en général. La preuve en est que dire qu'un lapin est mignon, apparemment, est une insulte pour eux.
Mais quoi qu'il en soit, la relation entre Nick et Julie va bien évidemment évoluer au fur et à mesure que le film avancera, et vous verrez qu'il sera très agréable d'en apprendre un peu plus sur chacun d'entre eux. Le deuxième point qui fait la force du film, bien entendu, après les personnages, les décors, les environnements. C'est beau, c'est coloré, ça donne envie de voyager, de partir loin de toute autre agglomération pour se retrouver dans cette ville unique en son genre. Le mélange, la fusion entre Zoo et Utopie, Zootopie, une ville idyllique comme il est dit dans le film. En plus, pour que cette agglomération soit parfaite aux yeux des spectateurs et notamment des citoyens, vu qu'il s'agit d'une ville pour les animaux faite par des animaux, il y a plusieurs communes qui font cette agglomération. On a le Sahara Square pour un environnement oriental et approprié à des espèces animales comme les gnous, ou encore les chameaux, les dromadaires, les éléphants, bien que des espèces animales caractérisées comme polaires peuvent parfaitement y vivre aussi. Voilà encore pourquoi proies et prédateurs ou espèces animales généralement opposées peuvent cohabiter sans le moindre problème. De l'autre côté, nous avons la Tundra Town, pour le côté justement plus arctique, plus rafraîchissant si j'ose dire, avec les ours polaires, pas de pingouins malheureusement vu que, encore une fois, il n'y a pas le moindre oiseau, ou la Rainforest District. Oui, une ville assez pluvieuse. Si vous voulez, vous pouvez prendre la jungle d'Aladin, excusez-moi, de Tarzan, et vous faites en sorte que là où vit Tarzan avec Jane, eh bien ses habitations soient réparties un peu partout dans cette zone. Voilà, et vous avez la Rainforest District. Là encore, des animaux typiques de cet environnement comme des jaguars sont les principaux occupants, mais encore une fois, traversés d'ailleurs par une voie ferrée appropriée à tous les animaux, n'importe qui peut y vivre du moment qu'il se sent bien et que la cohabitation avec les voisins, quelle que soit l'espèce animale à laquelle il appartient, se fait sans le moindre problème. Enchaînons sur le troisième point positif du film, car si je devais m'attarder sur tout ce qui me plaît dans ce long métrage, cette vidéo mettrait 2 heures. La chanson Try Everything, interprétée par le personnage de Gazelle dans le film à proprement parler, est doublée par la chanteuse Shakira. Try Everything nous explique tout simplement que si l'on croit en nos rêves, on peut parfaitement les atteindre et qu'il ne faut jamais perdre espoir. Un message qu'a fait passer Clark Spencer lorsque celui-ci a voulu se lancer dans l'animation après avoir vu le livre de la jungle, autre long métrage Disney, et est venu parler de Zootopie lors d'un masterclass avec des étudiants lors de la DE Expo 2015, si je ne dis pas de bêtises. La morale de l'histoire, la leçon à en tirer est un véritable message de tolérance. Pour ma part, on arrive dans la dernière partie de la vidéo et certainement la partie la plus complexe, en tout cas que je considère comme la plus difficile à aborder, dans le sens où les scénaristes, l'équipe de réalisation a vraiment tenu à faire passer un message poignant, important, et sur lequel je suis sûr de ne pas apporter suffisamment d'explications pour vous dire à quel point ce film rapproche les gens. Nous avons un message de tolérance, comme je l'ai dit, pour ce qui est de la variété des personnages qui constituent ce film, vis-à-vis de leur statut, vis-à-vis de leurs caractéristiques, vis-à-vis de leur place dans la société. Et nous avons un message d'espoir en ce qui concerne les rêves que l'on se fixe et qu'on tente à tout prix d'atteindre à partir du moment où l'on ne perd pas espoir, comme je vous l'ai dit pour la chanson Try Everything. Lorsqu'un film Disney, pour moi, se veut, chacun donnera son avis, bien entendu, mais lorsqu'un film se veut, entre guillemets, complexe dans sa morale et surtout dans le développement de ses personnages, dans leur évolution, pour moi, c'est clairement un chef-d'œuvre. Je ne saurais pas comment vous dire là, en fait, justement. Je suis un peu bloqué parce que je suis sûr que les scénaristes ont voulu aller plus loin
que de simplement nous proposer un film où proie et prédateur, personnages au rang social assez différents selon la société, selon l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes, cohabitent. C'est un film beaucoup plus réfléchi que ça, mais je pense pas avoir la connaissance et l'expérience suffisamment approfondie pour vous expliquer là où ont voulu aller les scénaristes. Voilà. J'avoue, je vais peut-être passer par quatre chemins, comme on dit, pour vous expliquer ça, mais je pense que si vous regardez, comme je vous l'ai dit, l'article de la chronique Disney.fr qui est dans la description de la vidéo, vous trouverez les informations qui vous seront nécessaires pour comprendre là où je voulais en venir, pour comprendre mon point de vue. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur 4 règles que s'est fixé Clark Spencer, le producteur du film, lorsqu'il a sorti Zootopie. 4 règles qu'il s'est fixées afin de respecter les codes d'un film Disney à proprement parler, en tout cas comme on l'imagine, pour que celui-ci soit considéré au mieux, pour ma part, comme un chef-d'œuvre, dans un cas normal, comme un classique. La première règle, il faut savoir que l'histoire, l'intrigue d'un film Disney doit être intemporelle. C'est-à-dire convenir à tout public, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, et quelle que soit l'époque à laquelle vous regardez le film en question. Vous voyez, pour moi, même si c'est encore un autre genre, ce n'est pas complètement de l'animation, mais c'est plusieurs genres réunis, et c'est pour ça que j'adore ce film. Roger Rabbit, on connaît tous l'expression oh, ça a pris un coup de vieux. Pour ma part, ce Disney-là, il est intemporel et il est intergénérationnel. Vu les prouesses techniques qu'ont fait les scénaristes avec l'équipe de réalisation, je l'apprécie toujours autant. La deuxième règle est que le film doit plaire à tout public, donc aux plus jeunes comme aux plus grands, mais vraiment pour tous les âges, et doit être appréciable aussi pour tous les horizons, quelle que soit la culture dans laquelle le film est diffusé. Compréhensible par tous. Et la dernière règle, c'est qu'il soit digne. Digne de tout ce qui a fait la magie des films Disney jusqu'à présent. Et pour ça, il faut un parfait dosage entre humour et émotion. Ce que fait le film Zootopie à merveille. Une petite précision toutefois, enfin un petit aparté, concernant la mise en avant de Zootopie par Clark Spencer lors de sa masterclass. Celui-ci présentait les premiers croquis, les premiers dessins de Zootopie, et je renvoie notamment cette remarque à la chaîne YouTube Les Successeurs de Disney, qui eux aussi avaient parlé de premiers croquis, de premiers dessins 2D auxquels s'attendaient les fans à l'annonce de la sortie de ce film, et qui mettaient vraiment en avant ce côté proie, prédateur et en tout cas bestiaire varié et anthropomorphe, qui franchement n'aurait pas été déplaisant s'il avait été tourné de cette manière, en animation 2D traditionnelle bien sûr. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo critique, j'espère qu'elle vous a plu, faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime, et je suis curieux d'avoir vos impressions, votre avis sur ce film, si vous l'avez déjà vu, allez le revoir d'ailleurs, hein, profitez-en très sincèrement, parce que moi j'aurais été capable d'enchaîner 2 séances à la suite, tellement ce film est pour moi une vraie révélation. Bon, vous l'aurez vu, hein, j'ai perdu mes mots vers la fin de la critique, et si jamais vous avez un peu plus d'explications, ou si vous avez également des infos croustillantes, aucun spoiler bien entendu, à me faire part concernant ce film, des anecdotes, m'aider à comprendre par exemple le point négatif que j'ai évoqué en début de vidéo, eh bien faites-le moi savoir également dans les commentaires, et faites partager la vidéo autour de vous pour que des personnes qui n'ont pas encore vu ce long métrage s'empressent d'aller le voir dans les salles de cinéma tant qu'il est disponible, parce que très sincèrement ils vont passer à côté de quelque chose, quoi. Soyez rapide comme Flash. Enfin non, pas ce Flash-ci, mais oh oui bon, écoutez, oui bon, il fallait la faire cette vanne.
Hein, de toute façon, c'est le seul passage qui a été tellement mis en avant dans la bande-annonce que j'avoue, je savais pas trop comment le prendre. C'était presque insultant pour ce super-héros ou pour ce Flash-là. Ah, enfin, c'est qu'un détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et à la prochaine. Bye. Bref, on peut dire que c'est un film au poil